J'ai dit, mais sur sorti une heure après. Je l'ai vu parce que mon voisin qui a gardé dans son Dobson recadrait cette région-là, donc il l'a pris en plein dans l'œil. Alors il a poussé un grand cri. Oui. Et apparemment, il y avait une traînée persistante pendant un bout de temps après. Dans Quoi. son Dobson, on l'a vu au moins pendant 4 ou 5 minutes. Ouais. Hmm. Alors après ça, qu'est-ce qui... Moi, je reconnais le triangle de l'été. Ouais. Après ça, si vous voulez qu'on zoome... voilà. Ok. Alors... Alors, on peut montrer tes images, Luc, t'es prêt? Pas commenter? Oui. Bon, ça, c'est à force d'aller regarder les dentelles dans le télescope des autres. Ça fait très longtemps que je ne les avais pas faites. Donc là, c'est avec la lunette de 100 mm et il y a 60 minutes de pause à chaque fois, puis 60 minutes en autre. Tu peux me mettre en plein écran? Là, je suis pas en pleine... La flèche, ouais. Celle-là? Ouais, voilà. Voilà. C'est la petite dentelle et le triangle de Pickering. Parce que c'est trop grand pour qu'il y ait un champ de ma lunette. Mais là, tu dois avoir un champ, quoi, tu as 2 degrés par 3 degrés, quelque chose comme ça ou Oui, il y a 420 mm de focale. Et c'est un capteur Sunasym du 600. Donc il n'y a pas assez pour prendre tout. Alors, et la suivante? Ça, c'est une curiosité, c'est le E de l'aigle. Donc au-dessus d'Altaïr, il y a Tarazed, une étoile un peu rougeâtre. Et au-dessus, il y a une espèce de nuage avec énormément d'étoiles. Et dessus, il y a une nébuleuse obscure qui fait vaguement un E. C'est plutôt un C qu'une barre en dessous. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pauses. Là. Il va y avoir 100 fois 10 secondes. Est-ce qu'on peut redéfinir les nébuleuses obscures? Là, c'est des nuages de gaz et de poussière qui cachent les étoiles. Là, il y a un mélange des deux, justement. Ouais, en général, les nébuleuses obscures, c'est plus des nuages de poussière. C'est-à-dire que le gaz, il aura tendance, dès qu'il est excité, à émettre de la lumière. La poussière, elle ne fait que l'absorber, quoi. Donc voilà, c'est des nuages de poussière qui cachent ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, on les voit encore mieux devant la Voie lactée, dans les zones où il y a plein d'étoiles, parce que... Donc ça, c'est IC 1396, à la trompe d'éléphant, je ne l'avais jamais faite, donc j'ai voulu essayer. Mais là encore, le champ de la lunette est trop petit, il faudrait faire une mosaïque. Alors, ce qu'on appelle la trompe, c'est vraiment ce qui est en haut à droite. Là. Alors là, il faudra presque la tourner de 180 degrés pour voir sous forme de trompe, quoi. On imagine une tête d'éléphant avec une trompe qui est là. Donc c'est la même chose que les dentelles, c'est une heure de pause à chaque fois et une heure en trois. C'est une pause de combien de temps? Une heure plus une heure. Une heure? Il a écrit en bas, ouais, c'est donc c'est une heure à chaque fois. Bon, mais j'ai essayé de la faire, mais j'ai dû faire moi 2 minutes. Alors. J'ai pas encore traité, mais ça va pas donner ça, quoi. Là, j'ai voulu faire un comparatif entre M13 et M92 dans Hercule. Ils n'ont pas la même taille, hein. Bien sûr, M92 est nettement plus petit, et surtout, c'est pas la même forme. M13, il est un peu globuleux avec quelques prolongements, tandis que Hercule, il est un peu piriforme. Le M92, pardon. Et puis ça, c'est une GC 7822, donc dans ces faits. J'avais jamais vu non plus, donc j'ai voulu essayer, mais c'est pareil, le champ est trop petit, il y a une grande nébuleuse en de cercle au-dessus, qui n'est que partiellement visible, bien sûr. Et je crois que c'est dans celle-là qu'il y a une des étoiles les plus chaudes à proximité du Soleil. Si je me souviens bien, à 45 000 Kelvin. Voilà, ça c'était... Comment je fais pour sortir un peu? C'est tout ce que tu as là. Félicitations. Alors moi je peux montrer un petit peu, alors les petites choses que j'ai fait. Alors moi c'est des photos pour la plupart de ce que je vous montrais, c'est fait dans le télescope, donc avec 1,75 m de focale
Et puis quelques-unes, on verra, 3,50 m ou 7 mètres. Alors, ouais, on va commencer. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Dans l'idée un peu de ce que tu as montré. C'est un autre amas globulaire. Alors, par contre, j'ai pas retenu le numéro. C'est à côté d'une nébuleuse planétaire, le petit rond bleu qui est IC 1295. Donc, moi, il y a 1 degré de champ en largeur là. Et là, on est en pleine voie lactée dans l'écu de Sobieski, donc il y a des étoiles à n'en plus finir, quoi. Elle ressort bien par ses couleurs bleues. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que c'est en bleu là En bleu, c'est la nébuleuse planétaire Abel 70 en fait. Qui se trouve en fait pas très loin de M11. Hein. À l'échelle, M11, il serait bon, dehors du bâtiment, mais pas très loin, quoi. On doit être à 1,5 degré à gauche de M11 à peu près. C'est le catalogue, ça, je sais pas. M11, c'est Messier 11 mais alors là bon, il faudrait. Je peux pas. Je connais pas par cœur le numéro IGC de la magobulaire qui est à côté de la nébuleuse. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est une nébuleuse planétaire? Alors, une nébuleuse planétaire, d'ailleurs, est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Ouais, on la verra mieux. Voilà, là, elle est un petit peu subtile. La nébuleuse planétaire, à la différence des nébuleuses qu'on a vues avant, c'est une nébuleuse qui est le résultat de la fin de vie d'une étoile. C'est-à-dire que c'est une étoile qui, en fin de vie, alors, une nébuleuse planétaire, en général, l'étoile ne va pas complètement mourir, mais elle va éjecter une partie de son enveloppe extérieure. Donc, c'est un nuage de gaz qui va se répandre dans l'espace et qui va former en général une structure relativement circulaire, hein, l'étoile étant circulaire. Mais bon, il y en a de formes diverses et variées qui sont parfois un peu façonnées soit par la rotation d'étoiles, soit par le champ environnant. Et bon, là, je ne peux pas vous donner la dimension, mais ça va être de l'ordre de l'année-lumière, quoi, une nébuleuse planétaire. Alors que les grands nuages que tu as montrés, ça va s'étendre sur des dizaines ou centaines. C'est la couleur bleue là qui explose l'oxygène. Et la couleur bleue, alors en général, Au centre, il y a une- alors en réalité, on est presque bichrome dans tout ce qu'on voit. On a soit donc ce qui est rouge, c'est l'émission d'hydrogène. Alors mon appareil photo là, il est pas sensible, donc ça s'appelle H-alpha. Et là, je pense que c'est surtout l'émission. Alors soit c'est du hydrogène bêta ou c'est l'oxygène ionisé 2 fois qui émet dans le bleu, quoi. Vous voyez la ligne blanche, ou bleu. Alors après ça, je peux pas vous dire laquelle est l'étoile centrale là-dedans, hein, si c'est celle-là ou une autre. Mais souvent il reste l'étoile. Ah ouais. Alors j'ai pas eu le temps. Mais... Simplement des étoiles de feu. Et bien tout le reste, c'est l'étoile de vent. Là, j'ai beaucoup zoomé, mais voyez, on est vraiment dans une zone du ciel où on est perdu dans les étoiles. Une nébuleuse planétaire, c'est un peu trompeur, il y a pas de planète. Oui, en fait, c'est simplement parce que c'est un peu la taille d'une planète. Ça ressemble. Ouais, c'est du Messier, quoi. C'est Messier qui. Oui, C'est vrai que ça fait une erreur de dénomination. Ouais, j'étais nébuleuse. Ah oui, non, c'est pas. Excusez-moi là. Là, je disais, ça c'est IC 1295, c'est pas Abel 70. Abel 70, c'est celle-là. Voilà. Elle est toute petite. Voilà. Donc là, on voit bien l'étoile centrale. Voilà. Ouais. Dans l'autre et dans l'écu, mais celle-ci, ouais, ils sont pas très loin en fait. C'est celle-ci qui en fait est pas très loin de M11. Je me trompé. L'autre doit être 3 degrés en dessous d'M11 et celle-là est 2 degrés à gauche, quoi. Donc dans les deux cas, on est perdu. Le centre, c'est carrément la même. Non, Ah, là c'est clairement oui l'étoile responsable de la nébuleuse planétaire. Hein. Mm. Alors celle-ci, elle est petite. Hein, vous voyez, moi, sur ces images, le pixel, il fait 2 secondes d'arc. Hein, donc c'est une nébuleuse qui doit faire, je sais plus, 15-20 secondes d'arc. C'est-à-dire qu'en fait, le disque de Saturne est presque plus gros. Hein. Donc si on mettait Saturne à côté, ouais, ça serait... Voilà. Du coup, c'est stable comme objet ou le gaz Ah bah ça a grandi avec le temps. Hein. Oui. Après, Mais après ça, bon, ça... à l'échelle... Bah, les dentelles du cygne que tu as présenté en premier, alors là c'est un peu le même style. Hein. Bon, c'est le résultat d'une étoile qui a explosé plus violemment, donc c'était une supernova, donc il ne reste pas forcément grand chose de l'étoile. Et comme l'explosion est plus violente, ça va plus vite. Mais bon, les dentelles du cygne maintenant qui s'étalent sur les champs qui fait, je ne sais plus combien, ça fait 3 degrés, ça fait 6 fois le diamètre apparent de la Lune. C'est une étoile qui a explosé quelques dizaines de milliers d'années dans le passé. Et en fait, quand on mesure la dimension que ça... Enfin, l'accroissement de la dimension au cours du temps, c'est comme ça qu'on peut revenir en arrière, dire que ça a explosé il y a 10 000 ans. Quoi. Parce que ça explose toujours à la même vitesse. Non, mais on mesure la vitesse. Et puis bon, on a la vitesse, la dimension, bah, il suffit de faire... voilà. La vitesse, on la mesure pendant
D'une mesure Oui, on prend une dimension, l'image en, je sais pas moi, en 1950, l'image en l'an 2000, en 50 ans, ça a augmenté, mettons, de 1,5 degré. Voilà, oui. Alors, l'exemple le plus marquant de mesure, bon là, moi, je pourrais retrouver des images, si vous voulez, c'est la nébuleuse du Crabe, qui correspond à une supernova qui a explosé en 1054 et qui a été observée sur Terre par les chemins, tout ça, et qui était d'ailleurs à ce moment-là visible à l'œil nu en plein jour pendant une certaine période. Et depuis, on prend des images, elle est imagée régulièrement, je dirais depuis un siècle quasiment, et entre les images prises ne serait-ce qu'il y a 10 ans et maintenant, on superpose les deux images, on voit que ça a augmenté. Et on remonte bien à 1054, qui est la date de l'explosion. Alors sinon, moi j'ai quelques images de comètes. Alors là, j'en ai fait plein, mais je n'ai pas eu le temps de toutes les traiter. On va commencer par la plus faible, si elle passe. Voilà, alors c'est un petit halo ici. Donc on peut zoomer un peu, voilà. Un petit peu en forme d'arc. Alors, en fait, ça c'est une comète qui a eu un sursaut le 20 juillet dernier. C'est la comète, dans la nuit du 20 au 21 juillet. C'est la comète 12P Pons-Brooks. Mais on ne fait que commencer à en parler, parce qu'en fait c'est une comète qui passera au plus près du Soleil en avril prochain. C'est une comète qui revient tous les 71 ans, qui a un noyau probablement un peu plus gros que la comète de Halley. Et donc la dernière fois qu'elle est passée, c'était en 1954-1955, et elle a eu aussi un sursaut comme ça, environ 8-9 mois avant le passage à périhélie. Donc, Ça vient d'un seul coup. pardon ? Voilà, ça vient un peu d'un seul coup. Enfin bon. J'avais pris, je vois une image que j'avais prise donc au mois de mai dernier, c'était juste une vague petite tache floue, un petit peu comme les petites étoiles à côté. Et puis bon, alors là maintenant l'enveloppe s'est diluée. Hein, je pourrais vous montrer une image prise il y a un mois, mais maintenant on la surveille parce qu'elle est susceptible de faire un nouveau sursaut. Et puis bon, au mois d'avril prochain, elle devra être visible à l'œil nu. Alors bon, dans le crépuscule, mais Qu'est-ce que vous appelez un sursaut, c'est-à-dire que alors, une comète, c'est un bloc un mélange de glace et de poussière. La glace, quand la comète se rapproche du Soleil, elle va passer sous forme de vapeur et ça va faire un nuage de gaz et de poussière qui s'échappe. Alors, normalement, il y a ce qu'on appelle un régime quasi stationnaire ou calme, où il y a une quantité de glace qui se sublime, qui passe à l'état de gaz régulièrement. Mettons, c'est 300 tonnes par seconde et tout ça. Enfin, 300 tonnes par seconde, c'est vraiment une très grosse comète près du Soleil. Là, on était plutôt à quelques centaines de kilogrammes par seconde. Et puis tout d'un coup, là, on passe de 100 kg par seconde à justement 100 tonnes par seconde pendant quelques heures. C'est-à-dire qu'il y a un gros morceau de la comète qui se détache ou on n'est pas sur place pour voir, mais voilà, c'est la comète qui tout d'un coup s'active. Donc la quantité de vapeur qui va s'échapper va croître de manière subite. Là, elle s'approche du Soleil, mais elle est actuellement à environ 3,5 unités astronomiques du Soleil. Hein. C'est-à-dire qu'elle est 3,5 fois plus loin du Soleil que n'est la Terre. Et au plus proche du Soleil, en avril prochain, elle sera environ à la distance de Vénus au Soleil. Elle sera à 0,8. Donc elle sera 4 à 5 fois plus proche, donc elle sera beaucoup plus active parce qu'elle est beaucoup plus chauffée par le Soleil. Mais donc en l'occurrence, quand elle a eu le sursaut là, au mois de juillet, elle a eu une augmentation de luminosité d'un facteur 100. Quoi. Alors parfois il y a des sursauts, ça augmente juste d'un facteur 2, d'un facteur 10, mais dans les cas extrêmes, ça peut augmenter d'un facteur, on avait combien 400 000 la comète Holmes. Mais ça s'explique ou pas? Il faut les voir sur place. Non, il y a plusieurs hypothèses, mais souvent il y a des comètes, je ne vais pas vous refaire un cours sur les comètes, je vais faire un exposé dans 3 jours, mais il y a des comètes qui ont des sursauts parce qu'en fait elles tournent trop vite. C'est-à-dire que du fait qu'il y a du gaz qui s'échappe, c'est comme le tourniquet qui arrose la pelouse, quoi. Comme il y a de l'eau qui s'échappe à grande vitesse, elle fait tourner. La comète, il y a des moments, il y en a comme ça, elle tourne de plus en plus vite, puis il y a un moment, elle tourne tellement vite qu'il y a des morceaux qui s'échappent, et ça provoque un sursaut, quoi. Là, on ne sait pas si c'est ça. Après ça, c'est possible que ce soit au contraire, là, plutôt une zone qui était en permanence dans l'ombre, et puis comme la comète se rapproche du Soleil, il y a une évolution saisonnière. Donc le Soleil qui se lève sur une zone qui est riche en dioxyde de carbone. Tout d'un coup, le dioxyde de carbone est éclairé, et puis voilà, hop, il passe, il se sublime et ça fait un sursaut. Et
Là c'est plutôt peut-être cette deuxième hypothèse, puisque au précédent passage, donc en 1954, on a eu à peu près le même phénomène, quasiment à la même distance au Soleil, quoi. Donc voilà, en gros, c'est l'équinoxe de printemps dans une certaine zone, et les zones polaires qui n'ont pas vu le Soleil depuis 70 ans, tout d'un coup, hop, elles sont éclairées, et ça provoque un sursaut, quoi. Alors sinon, il y a des comètes, une des comètes qui est visible presque toute la nuit en début de nuit, donc qui elle, bon, alors, c'est aussi une comète périodique, mais avec une période, je sais pas, de 1000 ans, quelque chose comme ça, quoi. On la voit presque dans l'axe. Alors celle-ci, voilà, bon, celle-ci, on voit surtout une grosse chevelure verte, quoi. Il n'y a pas vraiment de structure. Et là, le vert, c'est lié essentiellement au gaz. C'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup de poussière qui sont soulevées par le dégazage. C'est une comète qui a probablement peu de poussière à la surface. Et alors le vert, après ça, pour expliquer, en fait, ça vient de l'acétylène qui va être cassée par le rayonnement solaire. Et en fait, c'est les raies d'émission qu'on trouve aussi dans la soudure à l'arc. C'est du C2, c'est deux atomes de carbone qui ont la propriété d'absorber le rayonnement solaire et de réémettre dans le verre un peu qui est une couleur caractéristique qu'on trouve dans beaucoup de comètes. On voit pas de queue. Parce qu'elle- Et là, il n'y a pas de queue parce que la queue elle est très très fine, mais il faudrait poser. Alors là, moi, je peux pas vous dire, j'ai dû poser environ une minute là au total, même s'il faut aller du télescope. Si on posait l'équivalent d'un quart d'heure, une demi-heure, on pourrait mettre en évidence une petite queue, mais Dans les comètes, il y a deux queues. Il y a une queue. il peut y même y avoir et il y a trois, la ouais. queue Ouais. de plasma. Alors après ça, là une autre comète qui est un petit peu verte comme elle. Ça c'est une comète qui a été découverte le 11 août et qui est observable le matin à 5 heures pour ceux qui sont pas encore couchés dans les Gémeaux. Elle s'appelle Nishimura, donc c'est un japonais. Elle se rapproche, celle-là. Et elle va passer assez près du Soleil le 18 septembre. Elle passe à un cinquième de la distance de la Terre au Soleil. Alors, il n'est pas garanti qu'elle survive. On verra. Si elle survit, elle peut être brillante, mais comme malheureusement, à ce moment-là, elle sera très près du Soleil, donc elle ne sera pas observable de nuit, quoi. Et parce qu'il est combien ça Alors celle-là, pour l'instant, l'orbite nous dit qu'elle vient de l'infini et elle repart à l'infini. Mais en fait, ça veut dire que l'excentricité de l'orbite, les dernières, parce que découverte le 11 août, donc ça fait une semaine à peine qu'on l'observe, donc en une semaine, on a encore un peu de mal à savoir quelle est son trajectoire complète. Mais les chiffres donnés, une excentricité de 1,04, une parabole c'est une excentricité de 1, un cercle c'est une excentricité de 0, et après ça c'est hyperbolique. Ça veut dire hyperbolique, c'est-à-dire que la trajectoire ne se referme pas. Mais c'est 1,04 plus ou moins 0,04. Sachant qu'on met plus ou moins, c'est ce qu'on appelle un sigma, c'est la probabilité de 65%. Ça veut dire que si on veut avoir une barre d'erreur à plus ou moins 99%, ça veut dire que son excentricité c'est entre 0,9 et puis 1,1. Donc ça ne nous dit rien. 0,9 ça peut être une comète qui revient tous les 800 ans. 1,0 ça veut dire qu'elle vient du nuage de Oort et qu'elle a mis 10 millions d'années à arriver. 1,1 ça veut dire qu'elle vient d'une autre étoile qu'elle a quittée il y a plusieurs millions d'années. Voilà. Et puis au passage, vous voyez là. Donc là j'ai fait 53 pauses de l'ordre de 2 secondes et puis vous avez évidemment un satellite qui est passé sur 2 pauses. Et presque toutes les photos de comètes, quand on fait une trentaine de pauses de 2 secondes, on chope un satellite maintenant. Ça n'altère pas la qualité visuelle d'illumination de la photo en dehors de ce qu'on Pour l'instant, après ça, avec des traitements, j'aurais pu faire en sorte qu'on ne les voie pas. Qu'on les supprime. bien sûr. Oui, bon là je les laisse. Là, en fait, sur une image comme ça, après ça, on peut s'amuser à mesurer ce qu'on appelle la magnitude de la comète. Donc, en fait, c'est caractériser l'éclat total. Donc, en fait, on va prendre une ouverture et on va mesurer tout le flux lumineux qui est dans un cercle autour de la comète. Alors, évidemment, si le satellite est passé pile sur la comète, ça peut fausser la mesure. Voilà. Éventuellement, comme moi, là, j'ai 53 pauses de 2 secondes. Si je jette les 2 pauses sur lesquelles il y a à traîner, ça ne va pas changer grand-chose, quoi. Alors, j'en avais une autre. Il y a une autre comète qui ressemble un peu plus à une comète. J'ai une question, s'il vous plaît. Voilà. Oui, Une question des novices. il n'y a pas de problème. Quelle est la différence entre une pause d'une heure comme monsieur et 53 pauses de Non, mais moi, une seconde comme C'est monsieur? 60 pauses d'une minute. Ah, Voilà. oui, d'accord. Voilà. C'est 1 heure en tout. D'accord. Oui. C'est ce qu'ils font.
Moi, en fait, comme voilà, cette image-là, je l'ai traitée il y a une demi-heure, alors j'ai pas eu le temps de. Donc là, j'ai 43 poses de l'ordre de 2 minutes. Ça, c'était la. Donc ça, c'est fait hier matin. Ça, c'est une autre comète qui s'appelle 2020 V2 ZTF. Donc là, on voit la queue de poussière. Vous voyez, la queue de poussière qui part vers l'étoile, là. Voilà. Excuse-moi, Nicolas, les déposes de 2 minutes, tu t'es fait manger des étoiles? Pardon? Tu t'es fait manger des étoiles, là? Non, là, j'ai 43 poses de 2 secondes, pardon. J'ai dit 2 minutes. Ah oui. 2 secondes, pardon. Voilà, c'est pris au foyer d'un télescope de 40 cm avec 1,75 m. Alors, j'ai ce qu'on appelle une table équatoriale qui permet de compenser un peu le mouvement de rotation de la Terre, mais c'est pas très précis, c'est pour ça que je ne peux pas faire des poses très longues. Et puis, bon, là c'est des comètes qui ne se déplacent pas très vite sur le ciel, mais je pourrais vous en montrer d'autres où quand la comète se déplace vite, après ça, les 53 poses, on va les recentrer sur la comète au lieu de recentrer sur les étoiles. Donc les étoiles vont être traînées. Et la comète... Alors évidemment sur l'écran on ne voit pas tellement, mais en réalité c'est légèrement verdâtre autour, donc on a à la fois le gaz et puis la poussière sur cette comète. Et alors, dans les photos du ciel, alors après ça, bon, je peux vous présenter d'autres choses qui sont assez différentes. Dans ce qui passe dans le ciel, mais dans notre ciel et pas au-delà de l'atmosphère terrestre. Alors, que je ne me trompe pas, j'ai 2 animations. Ouais, on va commencer par celle-là, si ça passe. Alors ça, c'était en début de séjour. Donc c'est pris dans le télescope, c'est la station spatiale chinoise. Donc évidemment, l'image n'est pas très nette parce qu'il y a de la turbulence, de la végétation. Ça fait en gros la dimension de Saturne à peu près, là, c'est pas très très gros, quoi. Et donc on voit les principaux modules. Tu suis Voilà, c'est suivi et recentré au télescope. Quelle est Tu fais le suivi comment là? Elle est à peu près à 400 km d'altitude. Comment tu fais le suivi? Et alors là, en fait, là c'est environ 200 images qui ont été prises en suivi. Je suis avec le chercheur et il essaie de prendre les photos. Et en gros, je prends 300 images. Là, c'est un passage, ça dure à peu près 2 minutes, quoi. 300 images, j'en ai une centaine, j'ai pointé à côté, je garde les 200 et je les recentre. Voilà. Donc ça, c'était, alors je ne sais plus quel soir, si c'était le 10 août au soir. Et puis un autre passage le lendemain soir. Voilà, le lendemain. Donc au début, on voyait 2 petits points brillants, mais vous verrez après ça, en fait, les panneaux solaires, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas bien éclairés là. On voit surtout les 4 modules centraux, il y a 2 modules là, 2 modules là. Et au bout, en fait, c'est le module dans lequel ils vont pour s'arrimer à la station, quoi. Shenzhou. Et ça, on l'observe à l'œil nu aussi? Et ça, oui, c'est visible à l'œil nu, hein, c'est parmi ce qu'il y a de plus brillant qui passe dans le ciel. Alors, en général, on voit souvent, de manière encore plus marquée, la Station Spatiale Internationale, donc américano-russe, européenne, qui en fait est à peu près 2 fois plus grande en dimension apparente, quoi. Moi, j'ai le souvenir, c'est ancien, n'est-ce pas, pour ceux qui sont dans l'image, mais d'avoir vu l'accouplement Apollo-Soyouz passer au-dessus de la montagne de Valdron, je ne sais plus quelles années c'était, mais C'est en 75. quelque chose comme ça. Ah oui. D'accord. La station existait ou pas? Non, je pensais qu'elle existait. La station Non. de ski. La station de ski. Oui, oui. Je crois qu'elle date des années 80-85. La station ici de ski, elle ne devait pas exister. Ouais. Alors voilà, donc là j'ai sommé quelques images de ce que je vous ai présenté tout à l'heure de la station chinoise, c'est-à-dire qu'en fait, donc on retrouve les 4 modules ici, puis je pense le Shenzhou et puis les grands panneaux solaires de la station qui sont peu éclairés, donc pour ça on les voit moins sur les images visuelles. Et c'est Ouais. quoi la dimension de ce genre de station? Alors, je pense que la longueur d'un panneau solaire, là, j'ai envie de dire, en gros, ça va être une 60aine de mètres. Donc les modules, il va faire une quinzaine de mètres, quoi. En gros, 10-15 mètres chaque module. Alors c'est pas évident à photographier parce que ça se déplace en gros à 8 km par seconde. Ça veut dire que et donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut pour se déplacer de sa dimension, c'est de l'ordre à 2 centièmes de seconde ou même moins, quoi. Donc les poses individuelles là, c'est au 2 millième de seconde, quoi. Oui. Comment fait-on le suivi dans ce genre d'objet?
C'est à la main. Donc en fait, je pourrais vous montrer les photos individuelles. Donc je dépose au 2 millième de seconde, ce qui fige à peu près l'image de la station. Et j'ai mis l'appareil photo, donc là c'est pratiquement au foyer du télescope. En fait là je dois avoir donc 7 mètres de focale, donc avec un champ, un capteur 24 par 36 mm. Et j'ai bien aligné le chercheur du télescope. Et avec la main, j'essaie de garder l'objet au centre du chercheur. Et je fais des rafales, je suis en permanence appuyé si on veut sur le déclencheur, un déclencheur souple. Et donc au total, j'ai fait 300 images. Et puis c'est un petit peu au bonheur la chance. Hein. De temps en temps, c'est cadré, de temps en temps, ça l'est pas. Mais c'est un peu sportif, quoi. Et vous avez un logiciel informatique qui vous permet de recadrer les... Voilà, après ça, il y a un logiciel. Je lui donne les 300 images. Et puis il va me recaler les images au centre pour chacune. Ce qui permet de faire le film. C'est quoi tu dis? Là, c'est pipe. Hein. Ouais. Et alors, dans le même esprit, j'ai une petite animation là. Par contre, fait entièrement à main levée. C'était la surprise du 11 août. On a une autre depuis. Et tout d'un coup, on découvre ce genre de choses qui se battent dans le ciel. Alors là, c'est à main levée, pris au 24 mm. Donc ça se déplace à peu près à la même vitesse. Hein, là. Bon, ben là, c'est un grand champ. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait 7 mètres de focale, là j'ai 24 mm. Hein, mais vous voyez, j'ai un peu la tremblote de temps en temps. Et donc là, vous avez 22 satellites qui ont été envoyés 7 heures plus tôt, qui sont passés au-dessus de notre tête. 21. Voilà, là c'est le premier soir, donc c'était 7 heures après, donc là ça fait l'équivalent de 3-4 degrés, quoi, en gros, même pas une dizaine de pleine lune. Et là c'est Altaïr à la fin, dans l'étoile principale de la constellation d'Aigle. Et il s'éparpille, oui, c'est-à-dire qu'on les a vus repasser les jours suivants. Alors je me suis amusé, si vous voulez, donc là c'était le premier soir, en gros avec le champ à l'œil nu. Hein. Ils sont tous lancés en même temps ou... Oui. Là. C'est la fusée qui les lance. Voilà. Et donc 2 soirs après, donc là c'est dans le télescope. Et on les voit donc les 21 qui passent les uns après les autres, 22 même. Voilà. 22, il y en a. 22, voilà. 22, la ligne. Et il y a du vent, c'est pour ça que ça fait. C'est pas les satellites qui. Et on voit que d'ailleurs que les trajectoires ne sont pas exactement les mêmes, ils sont un peu décalés. Parce que progressivement ils vont se séparer. Et le but c'est qu'au bout de quelques semaines, ils soient répartis un peu sur l'orbite. Parce que là l'objectif d'Elon Musk, il en a envoyé bientôt près de 5000, c'est d'avoir des satellites qui couvrent toute la Terre. Quoi. C'est pour fournir Internet n'importe où sur Terre. Quoi. Voilà. Et maintenant, quand on voit un satellite, surtout dans notre télescope, on a plus d'une chance sur deux de tomber sur un de ces satellites-là. Parce que sur les 8000 satellites opérationnels dans le ciel, dont peut-être 2000 sont sur orbite géostationnaire et 1000 sont en orbite basse, enfin 1000, 6000 sont sur une orbite basse, et sur les 6000, il y en a 5000 qui sont des stars. Voilà. Là, ils sont, voilà. Quand ils sont lancés, ils sont vers 350 km et après ça, ils vont monter à 550 km d'altitude. Et puis, alors, la dernière chose qui est différente, ça date de hier matin, à 10h30 du matin, quand on a le courage, un petit croissant de la planète Vénus, qui se trouve actuellement à une douzaine de degrés du Soleil. Donc, Vénus est passée quasiment entre la Terre et le Soleil le 12 août dernier. Et donc, voilà, on peut observer au télescope un fin croissant actuellement, mais c'est quasiment obligatoirement en plein jour, en se mettant à l'ombre d'un arbre pour le télescope. C'est le soleil qui éclaire. Là, c'est le soleil qui éclaire, mais comme on voit, on a un croissant très fin, c'est-à-dire que Vénus est quasiment entre nous, on est pratiquement la nouvelle Vénus. Vénus est quasiment entre la Terre et puis le Soleil. Et donc elle va s'écarter, et puis dans quelques semaines, le matin, vous verrez un point brillant juste avant le lever du Soleil, qu'on appelle parfois l'étoile du Berger, c'est la planète Vénus,
qui va s'éloigner progressivement. C'est le même phénomène qu'avec la Lune. Voilà, comme la Lune. Voilà. Il y a- Mercure aussi. Sauf que Vénus ne tourne pas autour de la Terre. Oui. Pas forcément Oui. plein jour. Pardon? Mercure, Pas forcément plein jour. Bah, parce qu'en fait, Vénus angulairement, elle est très proche du Soleil. C'est-à-dire que quand elle est quasiment pas éclairée, ça veut dire qu'elle est quasiment entre nous et le Soleil. Donc, comme elle est très proche angulairement du Soleil, bah, c'est difficile. On peut très difficilement l'observer avant le lever du Soleil, quoi. Actuellement, d'ailleurs, elle se lève quasiment en même temps. En fait, elles sont quasiment à un bras tendu. Il y a le Soleil qui est là, il y a Vénus qui est à droite, quoi. Donc c'est une observation qu'on ne recommande pas à ceux qui n'ont jamais observé parce que le Soleil, il est quand même, je ne sais plus combien de fois, il y a quoi, 22 magnitudes, ça fait combien ça? Je ne sais plus, il faut faire un calcul, ça fait quasiment 1 milliard de fois plus brillant. Donc C'est pour ça que le fond d'image est plutôt blanc. voilà, là c'est à peu près la vision qu'on a à l'oculaire, donc on a un fond de ciel qui est assez clair, hein, bleu clair. Il faut faire ça quand il n'y a pas de cirrus et tout ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des images à proposer? Sinon, je sais pas, tu veux faire ta présentation là? Oui. Voilà. Puis, bon là, c'était une image qui a été prise aussi par Laurent, une des autres images qu'il a pris. Pourquoi cette couleur ombrée? Alors là, il n'est pas là, Laurent. Bon, après ça, il y a... Alors, Il a peut-être utilisé c'est parfois des dominantes. Hein, moi. Si vous voulez, moi je peux vous montrer, j'ai des images du ciel aussi. Alors, j'en ai plein, on va pas toutes les faire, mais une image du ciel de nuit. Hop là. On va les mettre en miniature parce que sinon, j'ai pas. Voilà. Il est un peu long les ouvrir. Il y a trop d'images. Oui. Alors ça va venir, mais voilà. Voilà, nuage, ouais, voilà, bon. En fait, là, il y a quelques nuages qui sont éclairés aussi, qui sont un peu orangés. Ça, c'est les éclairages urbains, quoi. Ça s'appelle les lampes à vapeur de sodium. Et là, d'ailleurs, là, au passage, c'était... Là, on peut montrer la série. Il regarde dans le mauvais sens. Voilà. Mais c'est pas ici, ça. Ça, c'est ici, voilà. C'est ici? C'est celle de Valdrome. Et le trait que vous voyez ici, là, les 3 images consécutives, c'est la station spatiale chinoise dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis les autres petits traits, voilà, que vous avez ici, là, bah, c'est d'autres satellites, c'est probablement des Starlink ou autres. Vous avez des images de l'ISS qu'on puisse voir la différence? Oui, alors, il doit y avoir quelques milliers d'images sur mon... Alors, il doit y avoir un répertoire qui s'appelle Images de l'ISS. Voilà. Là. C'est la carte. Et alors, j'en ai tellement, on va prendre les plus récentes. Juillet 2022, bah ça c'est des images qui ont été faites l'an dernier en fait, ici à Valdrome. Voilà. Donc voilà. Mais pas avec le même grossissement que tout à l'heure? Si, à peu près, ouais, c'est à peu près les mêmes conditions et les mêmes champs que la station spatiale chinoise. Ouais, là, c'est vraiment beaucoup plus C'est gros. net. Oui, c'est nettement plus gros, hein, voilà, donc... Il fait 110 mètres sur 60. 110 sur 60. ouais. Alors après ça, évidemment, au début, elle est... Alors là, c'est pas toujours... ouais. La vôtre est couchée. Donc, quelquefois, j'ai varié aussi la focale, mais on voit avec la résolution qu'on a mieux payé. Donc, il y a différentes configurations en général. Donc, on a les panneaux solaires, il y en a qui ne sont pas toujours bien éclairés, il y en a qui portent ombre, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Là, il faut qu'elle arrive au... En général, alors, j'ai peut-être aussi... je dois avoir des films là-dessus. Alors, attendez. Bon, c'est plus ancien. Voilà un film, si vous voulez, de l'ISS au télescope, hein, pour comparer en dimension par rapport à la station chinoise. Ah, mais une vue de face, quoi. Elle est arrivée... Voilà, et on voit, en fait, elle traverse, donc, elle traverse tout le ciel, donc on voit le changement de géométrie, quoi. Ah ouais, elle tourne. Là, c'est nous, on la voit d'un côté, puis ensuite de l'autre.
tombe sur elle-même. Bah, c'est nous qui regardons d'abord d'un côté puis d'abord de l'autre. Hein, C'est bah. ça, elle tombe pas sur la même. Oui, c'est comme quand il y a une voiture qui passe, au début, d'abord on voit l'avant, puis après ça on voit l'arrière. Quoi. Mais elle tourne pas. Bah, elle doit tourner de manière à garder les panneaux solaires aussi orientés tout le temps vers le soleil. En fait, il y a le corps qui ça bascule, tout ça. Voilà. Bon, après ça, j'ai des milliers d'images. Mais si Nicolas veut faire une présentation, tu as une clé USB ton ordinateur là, peut-être Tout ton ordinateur, ok. Hop là. Ici la place.